Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. Donc, avec ce webinaire portant sur les adaptations des milieux de travail aux personnes en situation de handicap, nous entamons une nouvelle programmation donc pour l'année 23-24. Après avoir pris un temps d'arrêt pour faire un bilan des webinaires passés et également pour vous sonder. Alors, j'en profite d'ailleurs pour remercier celles et ceux qui ont répondu au sondage là, autour de l'été. Alors, moi, je m'appelle donc Pascal Chanou, je suis la coordonnatrice du comité consultatif personnes handicapées, qui est un forum multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière de politique publique d'emploi à l'égard des personnes handicapées. Et donc, je suis vraiment heureuse d'être à nouveau votre animatrice pour ce webinaire. Alors, j'en profite bien sûr pour dire bonjour à mes trois invités. Donc, Sam, François et Gennady, bonjour messieurs. Puis, merci à nouveau d'avoir accepté si facilement notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Alors, comment le webinaire va se dérouler? Je vais échanger une quinzaine de minutes avec chacun de mes invités et on aura ensuite une courte période de questions pour terminer. Au niveau un peu des règles logistiques, le webinaire, vous le savez, va être enregistré pour être diffusé. Donc, mais vos caméras et vos micros sont fermés, donc il n'y a pas d'enjeu particulier. Nous avons aussi avec nous deux interprètes LSQ, c'est Lise et Lina. Donc, mesdames, à nouveau, merci de nous accompagner dans ce webinaire. Et nouveauté cette fois-ci, pour bénéficier d'une traduction LSQ, vous devez pitonner sur le bouton interprétation qui est au bas de votre écran et ça vous permettra d'avoir le soutien interprétarial. Pour la période de questions, et sauf exception, nous fonctionnerons par écrit. Et si vous souhaitez commencer à poser des questions en écoutant mes invités, vous pouvez commencer à le faire comme vous voulez. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais commencer avec Sam Benamon. Donc, rebonjour Sam. Bonjour. Alors, toi, tu es directeur d'une clinique de physiothérapie, en fait de plusieurs. Donc, avec toi, on va plus voir cette question-là sous l'angle d'un employeur qui a fait des adaptations dans son milieu de travail. Est-ce que tu peux commencer très rapidement par présenter ton organisation, son effectif et parler un peu des employés en situation de handicap que tu as? Oui, je suis propriétaire de plusieurs cliniques de physio, d'ergothérapie, des services médicaux et paramédicaux. Il y a à peu près 5 ans, on a décidé à l'interne dans une de nos cliniques, Physio Verdun, d'engager 3 personnes neurodivers. Donc, c'est des handicaps beaucoup plus mentaux que physiques. Ils ne sont pas apparents physiquement, mais ils travaillent maintenant avec nous depuis 5 ans dans notre clinique et j'essaie de répartir le mot et on a comme débuté une vague de personnes handicapées neurodivers qui travaillent maintenant dans d'autres cliniques physiothérapie aussi. OK. Qui ne t'appartiennent pas, donc des Non, collègues qui possèdent. exactement. Intéressant. Exactement. Et donc, sur ton effectif de celle de Verdun, c'est un effectif de combien de personnes déjà, cette clinique? À Verdun, on a à peu près, je vous dirais, à peu près 20 employés et 3 employés neurodivers. D'accord, très bien, ça donne une idée. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je voudrais que tu me parles des adaptations donc, que tu as prises pour chacune et chacun de tes employés. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes parmi tes employés. Donc, on a 2 hommes, une femme qui travaillent avec nous, qui sont tous neurodivers. Évidemment, les 3 ensemble occupent un poste à temps plein combiné. Il y a certains employés neurodivers qui sont un peu plus indépendants que d'autres.
Et donc, il y en a une qui travaille toute seule, 3 jours par semaine, et il y en a 2 qui travaillent ensemble 2 jours par semaine. Donc, ils s'aident, ils se complimentent les uns et les autres, et l'autre, elle est un peu plus indépendante, donc elle est capable de faire la majorité des tâches. Nous, les tâches qu'ils font, c'est des aides physio. Donc, ils enlèvent toute la charge de désinfecter les lits, de lavage de serviettes, de tous ces aspects-là de nos thérapeutes qui donnent plus de temps à nos thérapeutes de passer avec le patient. Donc, ça augmente aussi la qualité du service qu'on donne. C'est certain que depuis que la COVID a frappé, leur rôle a beaucoup changé à l'interne. Rien que parce que on doit faire beaucoup plus attention à la désinfection et ces choses-là. Et donc, on a même créé des adaptations. Par exemple, une des adaptations qui était ça, pas chère, mais basée vraiment sur nos employés, c'était de mettre des signes que le thérapeute, il rentre quand il traite un patient, c'est de mettre un signe, la salle est au rouge versus la salle est au vert. Quand la salle est au vert, ça veut dire que les patients peuvent rentrer, ça a été désinfecté. Quand la salle est au rouge, ça veut dire n'a pas encore été désinfecté. Ça leur donne un visuel. Donc, eux aussi, c'est beaucoup plus facile. Euh, Aussi, d'autres adaptations, on a un employé qui est neurodivers, qui est pas très verbal. Et donc, la communication, des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, on lui a fait un tableau avec des petites images et pour toutes ses tâches et il doit les cocher à chaque jour. Donc, c'est vraiment, je dirais, selon l'employé, c'est quelque chose qu'on fait avec tous nos employés ici pour maximiser leur potentiel. C'est de leur donner utiliser tout ce qu'ils peuvent nous donner et le mettre à l'utilité. D'accord. Donc, tu parlais aussi un poste pour 3 personnes. Donc, ça veut dire que le temps de travail est aussi fait partie des aménagements que vous leur avez Absolument. offerts. Hein. C'est ça que je Absolument. comprends. Absolument. OK. Alors oui, même les heures, au début, quand on a commencé, c'était des demi-journées. C'était quelques heures ici et là. Mon approche est un peu une différente approche dans le sens où quand ils rentrent, c'est quand même spécialement le neurodivers, c'est pas visible. Donc, des fois, ils vont pour des entrevues et ça se remarque pas qu'ils sont neurodivers et ils se font refuser souvent. Donc, moi, Oui. mon approche, c'est beaucoup plus une approche on va leur donner un petit sens de succès au début. On va pas les bombarder au début. Et une fois qu'ils vont prendre cette confiance, ben là, on peut ajouter, on peut ajouter, on peut ajouter. Donc, au début, 2 heures et ça fonctionnait bien. On a augmenté les heures un tout petit peu. Quand on a vu que c'est devenu un peu trop, on est retourné un peu en arrière sur les heures et on a trouvé le juste milieu de qu'est-ce qui fonctionnait. Un peu par essai-erreur, mais aussi avec beaucoup de support. D'accord. Parfait. Je te pose la question parce que la flexibilité, c'est l'une des aménagements le plus fréquemment demandés. Donc, c'est intéressant que dans votre exemple. Est-ce que ça a coûté, c'était compliqué de mettre en place ces adaptations dont tu nous parles, Sam? Est-ce que ça a coûté? Je vais vous dire la vérité pour nous. C'est quelque chose il y a du financement présentement qui est disponible chez le gouvernement pour Oui. pouvoir engager des personnes neurodivers. Par contre, nous, on n'a pas pris cette approche-là. On a décidé il y a 5 ans qu'on voulait, on redonne toujours à la communauté où est-ce qu'on travaille et on a décidé de prendre cette approche un peu plus, euh, euh, comment dirais-je, long terme. Au lieu à chaque année, on fait quelque chose de différent, là, on a pris une approche où on a pris ces personnes pour venir travailler avec nous. C'était comme un projet initial. Donc, est-ce que ça coûte ou ça me coûte? Qu'est-ce que ça coûte pour avoir tous mes employés? C'est des employés réguliers. Ils sont traités comme réguliers. C'est certain qu'il y a certaines adaptations qui sont nécessaires, qui coûtent. Mais quand j'ai des employés pour moi qui veulent travailler, qui veulent montrer l'effort et qui sont là, neurodivers, handicapés, pas handicapés, pas d'handicap, ça revient à la même chose pour moi. On va leur donner les outils pour maximiser leur potentiel. Alors, je le vois plus comme un outil qu'une dépense. Oui, je comprends. On veut savoir aussi, tu insistais sur le handicap invisible. Est-ce que tu as eu des enjeux au début, peut-être retourner 5 ans,
d'autodévoilement des besoins particuliers. C'est ça. Comment ça s'est fait? Puis, est-ce qu'il y a des étapes de traitement de ces besoins particuliers que vous avez mis en place? Mon modèle d'emploi de toutes mes compagnies a toujours été de regarder mes employés, de voir c'est quoi leur potentiel et comment je peux le maximiser à l'intérieur de notre compagnie. Donc, c'est certain qu'avec quelqu'un qui est neurodivers, ils sont quand même très aptes et très capables. Il faut rien que modifier l'approche et il faut modifier la façon de prendre une situation et de regarder une situation. Je vous donne, par exemple, un exemple. On a un employé qui est neurodivers et que son rôle initialement, c'était de désinfecter. Après la COVID, c'était de désinfecter tous les lits et tout le matériel. Et il utilisait énormément d'alcool pour désinfecter, au point où comme ça donnait ma tête à tout le monde et on ne comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas, malgré qu'on lui disait, on limitait le montant d'alcool qu'on lui donnait, on lui disait il avait 3 pushs pour chaque lit, rien ne fonctionnait. Et un jour, je l'ai regardé en train de le faire et j'ai remarqué je lui ai dit pourquoi est-ce que tu fais tellement de spray, on t'a rien dit de 3. Et là, il m'a dit, c'est parce que le reflet de la lumière. Alors, lui, ça le stimulait. Alors, à chaque fois, il oubliait qu'il faisait la tâche et rien qu'il l'appuyait pour se stimuler lui-même. C'était pas quelque chose qui le rendrait beaucoup plus apte à compléter sa tâche. Alors, tout ce qu'on a fait, on lui a enlevé cette tâche, on a remplacé avec une autre tâche. Il est capable d'être fonctionnel continuel. Et c'est comme ça qu'on fait, comme j'ai dit, essai-erreur. C'est ça qu'est-ce qu'on fait au fur et à mesure. On regarde c'est qui notre employé. Là, on les connaît. Alors, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a aussi une ressource à domicile qui est très, 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 très important pour nous, étant donné qu'il n'y a pas une ressource financière ou de support du gouvernement. On n'a pas d'autres ressources que d'aller chez les parents ou chez une travailleuse sociale qui travaille avec ces personnes et leur dire aujourd'hui, cette semaine, c'était une semaine un peu plus difficile. On va travailler sur ça à la clinique. Peut-être rien que le rappeler à la maison quand il est. Donc, c'est quand même une approche pour moi qui est quelque chose que quand j'ai un employé que ça va pas très bien, je les rencontre, mais avec eux, je suis pas nécessairement capable de communiquer cette approche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est on communique avec les parents aussi, et rien à force de répéter, et ils se sentent aussi, aujourd'hui, ils se sentent beaucoup plus acceptés, beaucoup plus en confiance. Et l'exemple parfait, c'est celui qui est non-verbal, au début, avait besoin que son père l'accompagne à la clinique tous les jours en métro. Et maintenant, non seulement il s'achète ses propres vêtements, il a pris la confiance de prendre le métro et l'autobus tout seul, et il nous parle en petite. Et là, on le comprend. On comprend qu'est-ce qu'il nous dit, rien qu'avec ces petits mots qu'il nous donne. Et tout ça, ça a un effet pas rien que sur la personne, mais ça a un effet sur la famille aussi. Oui, justement, c'est ma dernière question rapide. Les impacts, tu parlais des impacts sur la personne elle-même. On serait intéressé à savoir les impacts aussi sur ton équipe de travail et sur ton organisation. Quels sont les impacts de ces adaptations sur ces deux niveaux? Au niveau d'abord, mes thérapeutes sont capables de donner d'abord un meilleur traitement parce qu'ils passent plus de temps avec le patient, parce qu'ils ont moins de tâches qu'ils doivent faire parce que eux, ils sont là pour les aider. Mais aussi au niveau le niveau d'empathie. On est dans un service quand même médical où du monde, ils ont de la douleur et tout. Et je peux vous dire que quand on a une mauvaise journée, et ils le ressentent aussi, nos employés neurodivers, et ça arrive souvent où surtout celui qui est non-verbal va venir derrière et va nous faire un petit câlin dans le dos, il va continuer. Et après ça, on se regarde et on se dit, c'est pas si pire. Regarde, ils sont capables de sourire, ils sont capables de rentrer. Et je peux vous dire aussi, c'est des excellents employés. Ils ratent jamais le travail. Ils sont toujours à l'heure. Ils sont toujours, tout ce qu'on demande, ils le font. C'est rien que la façon qu'on le demande, il faut prendre une différente approche. Mais les tâches sont faites, tout est fait. Et honnêtement, qu'est-ce que eux ils nous donnent aujourd'hui et les mots qu'ils nous donnent, c'est toujours vrai. Et moi, des employés qui peuvent me dire aujourd'hui, je suis pas content, j'ai pas envie de faire cette tâche, mais je vais le faire quand même. J'ai aucun problème avec ça.
ça montre que c'est vrai et qu'ils sont quand même là et qu'ils veulent participer. Et je sais qu'avec les familles aussi, beaucoup des familles sont revenues pour nous dire comme quoi que ça a changé leurs enfants et il y a un niveau surtout d'indépendance. Et c'est ça le Oui, plus important. l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Ouais. D'accord. Merci, merci Sam. Je vais déjà devoir passer à François. Merci beaucoup Avec plaisir. pour ton partage. Il y a déjà beaucoup de questions pour toi. On va voir ça tout à l'heure. Rebonjour François. Donc François Bernier, comme vous le constatez. Avec toi, François, donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui est à la fois un employeur, un entrepreneur et aussi une personne en situation de handicap. Et on va plus discuter de la question des liens entre l'autodivulgation du handicap et les adaptations, sachant pertinemment qu'effectivement, si le handicap n'est pas divulgué, évidemment, il n'y a pas d'adaptation qui suivent. Donc, c'est vraiment une question importante pour le sujet. Déjà, j'aimerais que tu nous partages un peu ton expérience personnelle sur ce point-là, c'est-à-dire au cours de ta longue vie professionnelle, c'est quoi les postures ou la posture que tu as adoptée en termes de divulgation de ton handicap? Si tu pouvais nous parler de ça pour commencer. Oui, absolument. Donc, moi, en fait, avant d'être entrepreneur, pour les emplois étudiants que j'ai eus, Mm. j'étais plus du genre à essayer de m'arranger toute seule, sans vraiment demander les adaptations requises. Donc, je m'arrangeais avec la technologie pour trouver des moyens de faire mes tâches aussi rapidement que les autres. Ensuite de ça, Mm. quand j'ai terminé l'université et j'ai commencé à me chercher un travail, j'ai remarqué que j'avais moins d'entrevues que les que mes amis qui avaient fait la même maîtrise lorsque je le mettais sur mon CV. Donc, j'avais décidé de l'enlever. Puis, ensuite de ça, bon, des gens étaient surpris rendus à l'entrevue. Puis, Ouais. puis j'ai remarqué aussi que je trouvais beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Puis c'est pour ça que mais c'est entre autres pour ça que je suis devenu entrepreneur par la suite. D'accord. Donc, Ouais. une expérience diverse en fait par rapport à ça. Est-ce que quand tu as demandé éventuellement des adaptations, ça t'a permis de les avoir quand tu faisais partager tes besoins particuliers ou pas? Ouais. Mais j'ai travaillé un petit peu pour une entreprise qui était très inclusive. Euh, Justement, ils avaient déjà quelqu'un en fauteuil roulant dans l'entreprise. Donc là, je me sentais plus à l'aise de dévoiler ce que j'avais Mhm. besoin comme adaptation, parce que je voyais qu'il y avait déjà une culture très, très, très inclusive de ce côté-là. Puis je pense que D'accord. c'est la première chose qui va faire en sorte que les gens vont plus s'auto-dévoiler, là. Oui, oui, ok. Il y a justement dans le document ressources complémentaires un schéma là-dessus qui parle du climat organisationnel, puis ça rejoint ton témoignage. On va prendre un peu de distance par rapport à toi et aborder plus la question du handicap invisible dont nous parlait déjà Sam par rapport à ses employés. Une personne qui a un handicap invisible, François, qui a des besoins particuliers dans un contexte donné, parce que ce n'est pas dans l'absolu, ces besoins particuliers, c'est en interaction avec un poste, un milieu de travail. Pourquoi elle ne va pas divulguer ou auto-dévoiler son handicap? C'est quoi les grandes raisons, en dehors de celles que tu viens de nous partager? Ouais, mais tu sais, je dirais que nécessairement la peur, de la stigmatisation des collègues et bon, des patrons de ce côté-là, tu sais, on a peur d'être jugé, puis que les gens pensent que bon, que cette personne-là a un handicap, c'est sûr qu'elle va être moins productive. Ou si elle est moins productive qu'elle garde son emploi, bon, elle a un traitement particulier. Donc, souvent, les gens vont avoir peur de le partager. Puis,
évidemment, il il y a beaucoup d'entreprises qui, je trouve, qui n'ont pas la culture inclusive, euh, laissent percevoir qu'ils trouvent ça compliqué d'avoir des employés avec des différents handicaps. Donc, pour pas que Mhm. ton patron trouve que ce soit compliqué de t'embaucher, mais on n'en parlera pas. Donc, ça va être beaucoup une préoccupation que les gens ont. Aussi, le manque de peut-être connaissance des collègues des différents handicaps. Donc, les gens ne peuvent peut-être pas comprendre c'est exactement qu'est-ce que tu vis, c'est quoi encore une fois, tes besoins, comment ça affecte ton travail, ou comment ça aide à faire ton travail. Puis bon, Mhm. tout l'aspect de vie privée, puis évidemment que certaines personnes veulent garder pour eux. Intéressant quand tu dis ça aide ton travail parce que avec ce que nous partageait Sam déjà, on voyait aussi les qualités, les forces Et en oui, quelque sorte, c'est ça. absolument. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est un atout pour une entreprise pour être inclusif. Tu sais, j'ai moi, évidemment, pour mon entreprise, mais j'ai aussi, j'embauche des personnes aussi avec des handicaps. Il y a 2 mois, embauché quelqu'un. Puis pour moi, c'est la résilience que ces gens-là ont, la façon de voir différemment. C'est un gros atout pour une entreprise. Surtout moi, je suis dans le domaine du marketing. Donc, domaine du Mhm. donc, c'est important d'être créatif. Donc, c'est important d'avoir des gens différents de tous les milieux. Ouais, je comprends. Là, je voudrais que tu mettes ta casquette justement d'employeur. On parlait de ça en te présentant très, très rapidement. Hem, Quand on est à milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire, François, pour soutenir ou permettre davantage l'autodévoilement du handicap? Là, je te pose la question au niveau du format, de la façon dont ça doit se faire, à quel moment, auprès de qui? Et puis le traitement qui doit être, donné à l'expression de besoins particuliers. Donc si tu pouvais nous éclairer un peu sur ces en tant que milieu de travail donc là. Oui, absolument. Ben, c'est sûr que, bon, dès l'embauche, dès l'entrevue, en fait, c'est extrêmement important de connaître les besoins pour d'entrée de jeu, être Mmh. capable de répondre aux besoins, d'être sûr que tu peux répondre aux besoins, puis les mettre en place de façon proactive, même avant que la personne entre en poste. Déjà là, ça met en confiance. Parce que, tu sais, il n'y a rien de pire que la première journée, tu commences, puis il n'y a rien qui est mis en place. Puis là, tu peux pas vraiment travailler Mmh. convenablement dès ta première journée. Ensuite de ça, une pratique que moi, je conseille fortement, c'est que dans l'entreprise, qu'il y ait un mentor qui n'est pas en position d'autorité. Donc, pas dans les RH, ni pas ton patron ou ta patronne. Donc, quelqu'un, ça peut être un collègue, ça peut être même juste quelqu'un qui est dans un autre département complètement, à qui tu Mmh. peux partager de façon privée tes besoins, tes inquiétudes. Hey, j'ai peur que si je parle de ça à mon boss, j'ai peur qui veulent pas me garder. Qu'est-ce que je fais? Que c'est avec ce mentor-là que tu peux garder les différentes avenues. Puis aussi, cette personne-là peut garder tes inquiétudes privées, à moins que tu demandes d'avoir des discussions. Donc, avoir un Mmh. mentor qui n'est pas en position d'autorité, pour moi, c'est vraiment important. Puis aussi de mais j'en ai parlé un peu tantôt, mais la culture, euh, toujours mettre de l'avant qu'on est une entreprise inclusive, ça va vraiment aider tes employés quand l'autodévoilement. Ça va rassurer tout le monde. Mon entreprise veut ça, donc elle veut m'accueillir, donc elle va s'adapter à mes différents besoins. Donc, c'est ça, c'est trois facettes qui sont vraiment importantes. Puis, c'est aussi s'assurer que bon, toutes les informations qu'on divulgue restent privées. Donc, mais, donc ce qu'on explique autant au RH qu'au mentor qu'à ton patron, que ça reste privé. On veut pas nécessairement que tes collègues
connaissent, mettons, tes besoins pour les besoins d'hygiène ou quoi que ce soit. Donc, garder un aspect privé aussi, c'est quelque chose d'important. Puis, une dernière chose qui est très importante, selon moi, c'est de ben, bien d'informer les collègues sur l'handicap que la personne a. Parce que les gens vont peut-être parfois avoir peur de poser les questions euh, pour pas froisser les gens, par peur de mal poser la question. Donc, informer le plus possible. Regarde cette personne-là. Cette personne-là qu'on embauche, quand tel handicap, on adapte son travail de cette manière-là. Voici ce que j'ai besoin de vous pour qu'elle puisse le mieux travailler. Donc, donner le plus d'informations possible que qui ne sont pas privés, va aussi vraiment aider de ce côté-là. D'accord. Tu parlais d'informer les collègues. Juste une question complémentaire, François. Dans quels termes on fait ça? Dans quels termes, c'est un peu la question initiale que je te posais en sous-question là. On parle, la personne parle ou les autres parlent du handicap. D'après toi, quelle est la façon de le faire la plus intéressante? Ben, ça peut être simplement de créer un petit one-pager très simple que les gens peuvent garder, qui résume cette personne-là, c'est quoi son handicap, c'est quoi ses besoins dans l'entreprise. Tandis que, par exemple, Mhm. bon, j'ai quelqu'un dans mon entreprise qui elle a besoin de prendre une pause à toutes les 60 minutes. Bon, c'est important que les collègues soient au courant ouais, parce que s'ils sont pas au courant, ça pourrait créer des frustrations. Donc, comment ça, cette Oui. personne-là, toi, qui est toujours en break, oui, c'est parce que elle en a besoin. Donc, c'est pour ça que de partager le plus possible par rapport à ça euh, et de garder ça le plus simple possible pour faire un rapport de 15 pages que personne ne va lire. C'est pour ça que moi, je Mhm. préconise les Comme une note, une note. exact, exact, que tu peux garder à côté si tu veux t'en rappeler, puis le plus simple possible. D'accord. Je veux revenir aussi sur ce que tu disais sur le quand. Tu parlais de l'entretien comme le moment qui te semblait opportun pour commencer cette conversation-là. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'employeurs, c'est comme l'éléphant dans dans la pièce, Ouais. l'histoire des besoins particuliers au moment du processus de recrutement. Ça serait quoi tes conseils qui feraient qui faciliteraient en quelque sorte cette conversation au moment du processus de recrutement? Ouais. C'est vrai que c'est souvent des éléphants dans la pièce. Je me souviens, tu sais, dans le monde universitaire, qu'on voulait toujours s'assurer que l'université répond à mes besoins. Puis après, j'arrive sur le marché du travail, puis on me pose pas de questions. J'étais un peu déstabilisé. Donc, Hmm. c'est vraiment important que dès l'entrevue, tu sais, premièrement, de regarder, bon, si l'entrevue est en personne, qu'est-ce que tu as besoin? Surtout si tu es en fauteuil roulant, qu'est-ce que tu as besoin pour venir au bureau? As-tu besoin qu'on t'aide pour quoi que ce soit? Comme ça, Hmm. dans les questions, tu sais, moi, quand je rencontre des personnes qui ont des handicaps dans des entrevues, je prends juste un petit 5 minutes à la fin de l'entrevue, puis je dis, écoute, t'es pas obligé de répondre si t'es pas à l'aise. Mais moi, tu sais, j'aimerais ça savoir c'est quoi les besoins que tu as, si on t'embauche, que ce soit physique ou que ce soit support, que ce soit flexibilité de l'horaire. Tu sais, tu peux tout me dire qu'est-ce Large. qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi. Puis je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire, là. D'accord. Parfait. Là, tu interviens comme employeur. Merci, merci François pour ton partage. On va continuer avec Gennady Wanerchuk. Donc, rebonjour Gennady. Bonjour. Euh, donc, toi, tu es représentant syndical dans le secteur public fédéral. Tout à fait. Donc, évidemment, ça va être la casquette que tu vas prendre pour parler des adaptations parce que tu accompagnes des membres syndiqués en situation de handicap, puis leurs employeurs aussi, donc les deux parties prenantes. Peux-tu nous parler comme un peu, Sam, mais vraiment rapidement de ton organisation, dans quel milieu vous êtes, puis si vous avez beaucoup de membres en situation de handicap et quel type de handicap, pour commencer? Oui, bien sûr. Avant, j'aimerais quand même reconnaître mes deux précédents panélistes, hein. Beaucoup appris de leurs interventions, super intéressant.
C'est ça, mon nom est Gennady. Ça fait bientôt 7 ans là, que j'œuvre dans le domaine syndical. Je suis employé au Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada, qui est fait partie le plus grand syndicat de juridiction fédérale, là, l'Alliance de la fonction publique du Canada. Hmm. Nous avons des membres et des employés partout au Canada, d'un océan à l'autre, incluant dans les territoires. Et nous travaillons avec des employés de 3 grandes organisations fédérales, donc le ministère de l'Emploi, l'Emploi et Développement social du Canada, pardon, le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que le tribunal là, qui se nomme la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui prend des décisions en lien avec les réfugiés. 80% environ de la main-d'œuvre qu'on représente sont des femmes et une grande majorité des emplois pour lesquels on représente sont des emplois de bureau. La plupart des handicaps dans lesquels on traite sont des handicaps au niveau psychologique, mais dans mon parcours, j'ai eu à traiter également des handicaps au niveau physique également. Mais c'est 90% là, c'est du niveau psychologique. D'accord, parfait. Merci pour cette intro. Est-ce que tu peux nous partager 2 situations, c'est difficile, mais on en a parlé, que tu as eu à traiter justement en matière d'adaptation, puis comment ça s'est déroulé, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, les 2 personnes auxquelles je peux penser sont des gens qui vivent avec la bipolarité. La bipolarité étant un spectre, là, à ma compréhension, très limité de ce que c'est. Les 2 situations étaient extrêmement différentes l'une de l'autre. La première travaillait dans un domaine de centre d'appel comme extrêmement où la cadence de travail était extrêmement grande avec des stresseurs qui venaient beaucoup des gens qui appelaient ce centre d'appel-là. Et en fait, n'était jamais arrivé dans sa vie où elle avait des répercussions sur sa santé qui venaient de ce genre d'environnement de travail puisqu'elle ne travaillait pas avant dans des centres d'appel. Donc, c'est quelqu'un qui a appris sur ses handicaps lors de son travail. Et c'était très difficile. C'était un processus qui a duré plusieurs années où elle travaillait, elle faisait un arrêt de travail parce elle faisait elle se brûlait en fait, là, elle était brûlée au niveau psychologique. Elle prenait du temps pour se reposer chez elle pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Elle tentait encore de réintégrer le travail. C'est arrivé 3 ou 4 fois. Puis la difficulté là-dedans venait la difficulté de trouver un professionnel de la santé qui était capable de la diagnostiquer. Quand je parle de bipolarité, c'est pas moi qui l'a diagnostiqué, elle m'a partagé cette information-là. Donc, je l'ai lu parce elle nous partage d'habitude les rapports qu'elles ont pour qu'on comprenne comme représentant qu'est-ce qui est en jeu exactement. Donc, c'est des allers-retours. Je prétends qu'elle trouve un psychiatre qui était très coopératif dans le sens où il était beaucoup à l'écoute et il est toujours beaucoup à l'écoute, qui a poussé en fait à ce qu'on puisse la changer de milieu de travail. Donc, on l'a sortie de milieu de travail de centre d'appel avec des cadences extrêmement poussées pour la mettre dans un milieu de travail qui est plus de traitement où elle n'était pas obligée d'être au téléphone pendant 8 heures par jour, que elle n'était pas exacerbée par ses symptômes. Et c'est en fait lorsqu'elle est sortie seulement qu'elle avait eu le diagnostic de bipolarité parce que psychologiquement, cette personne-là était incapable de prendre soin d'elle-même adéquatement dû au fait qu'elle revenait chez elle, elle était simplement par terre, elle était plus capable de rien faire à part manger, dormir et recommencer à travailler. Un cercle vicieux. Exact. Et l'autre personne, c'est complètement différent. Une personne qui travaille dans un milieu qui n'était pas très exigeant au niveau de la cadence de travail, mais sa vie l'a amené à avoir un changement de personnalité complètement à l'opposé de ce qu'elle était en temps normal.
au point où elle avait, dans le cadre de son travail, elle avait contrevenu à son code de conduite là, au ministère auquel elle travaillait, de façon assez importante pour que le ministère brise son lien d'emploi avec elle pour des raisons de confiance. Et le ministère, dans mon interprétation à moi, n'était pas à côté de la plaque lorsqu'il a pris cette décision-là, nécessairement. C'est simplement après que l'employée, justement, elle a été admise dans une institution. Et c'est simplement à ce moment-là qu'elle a eu un diagnostic, qu'elle s'est tournée vers nous, le syndicat, pour nous expliquer ce qui est arrivé, parce que personne n'était au courant de ce qui lui était arrivé. Et nous a demandé de parler en son nom avec l'employeur pour tenter de le convaincre de la reprendre au travail en sachant que son licenciement a été fait d'une façon maladroite, selon elle et selon nous aussi, étant donné là qu'elle était en situation de handicap sans le savoir, qu'elle l'a su juste après. Malheureusement, pour ce dossier-là, l'employeur n'a pas voulu être d'accord avec nous à ce sujet-là. Donc, il a fallu qu'on passe par le processus là, de grief. Donc, grief est toujours actif. Et c'est ça. Et au fédéral, ce qui est désolant, c'est que le tribunal qui entend les griefs est extrêmement, il y a extrêmement peu de ressources pour ce tribunal-là. Donc, on parle d'années d'attente, possiblement, avant qu'elle puisse être entendue. Si elle est chanceuse, ça sera dans un contexte de 1 an ou 2 ans. Et si elle est malchanceuse, on parle de 6 à 8 ans là, d'attente pour que le grief soit entendu. D'accord, c'est considérable. Pour terminer sur ce deuxième cas, Gennady, ça aurait été quoi son besoin particulier, son besoin d'adaptation à cette deuxième personne? C'est très difficile à dire. Ça aurait été au moins d'expliquer à son employeur quel genre de symptômes elle vivrait lorsqu'elle vit, est-ce qu'elle passe à travers un épisode lié à la bipolarité. Okay. Donc, peut-être un emploi qui serait moins en lien avec des collègues de travail. Donc, quelqu'un qui travaillerait plus dans l'entrée de données, par exemple, où elle aurait moins d'interaction d'une personne à l'autre qui pourrait causer des soucis pour elle. C'est pas, je ne pourrais pas me qualifier comme un expert dans ce domaine-là. Dans son cas, je vous dirais que c'était difficile. Nous, ce qu'on voulait effectivement, c'est lui permettre de réintégrer son travail, étant donné que nous trouvions que l'employeur n'avait pas exploré euh, les différentes avenues d'adaptation qu'ils auraient pu lui fournir. Je comprends. Mais c'est une bonne question, que je n'ai pas la réponse à cette question-là. D'accord, parfait. C'est pas toujours simple non plus, ça demande toutes sortes d'affaires. J'aimerais parler avec toi du partage des responsabilités, Gennady, parce que les adaptations, c'est une responsabilité partagée. Et en milieu syndical, qu'est-ce qui relève du syndicat? Qu'est-ce qui relève de la personne elle-même? Qu'est-ce qui relève de son employeur? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pour la personne elle-même, c'est sûr que c'est important de s'informer, de rester à l'affût de que c'est un handicap en tant que tel. Le syndicat lui-même offre de la formation, entre autres, pour expliquer qu'est-ce que c'est une déficience. On appelle ça une déficience, une terminologie légale. Je m'excuse si c'est pas adéquat dans le cadre du panel. Donc, il y a des formations, donc c'est de rester à l'affût de ses droits, en fait. Et puis, effectivement, de faire signe au syndicat lorsqu'elle est d'avis qu'elle a besoin d'un support syndical pour entamer des conversations avec son employeur en lien avec les mesures d'adaptation, parce que c'est sûr que ça peut être extrêmement intimidant là, d'aller voir, et on a entendu François là, tantôt,
Ça peut être extrêmement intimidant d'aller voir son employeur et lui dire, ben, j'ai besoin là d'aide, j'ai besoin d'aide. On peut se sentir inadéquat véritablement. Pour le syndicat, le rôle est extrêmement important où, dans le cadre de notre travail, les enjeux d'obligation de prendre des mesures d'adaptation et la représentation à ces niveaux-là, je vous dirais, dans notre charge de travail, représente 80 à 85 de nos dossiers. Donc, c'est sûr que nous, on a besoin d'être, absolument, on a besoin d'être également à l'affût des nouvelles lois, des nouvelles décisions qui vont sortir dans ces. C'est sûr que c'est également faire preuve d'empathie, sans nécessairement là, de savoir exactement par quoi la personne elle passe, de pouvoir être à l'écoute de la personne le plus possible et puis effectivement de la représenter du mieux qu'on peut, sachant là, les enjeux bureaucratiques, administratifs liés au grief. C'est sûr que notre but, c'est de trouver des solutions sans passer par le grief. Le grief, pour moi, personnellement, c'est lorsqu'on a échoué. On a échoué dans notre travail, en quelque part, et on a besoin d'aller par la voie légale. Merci, merci Pascal. Tout à fait. Pour l'employeur, l'obligation est également extrêmement importante où, mis à part les obligations qu'ils ont en vertu de la charte et de la convention collective, l'employeur également a une obligation qui n'est pas toujours évidente pour qui que ce soit d'ailleurs. C'est de tenter d'approcher un employé qui démontre des signes. Donc, sans que l'employé ait besoin nécessairement, verbalement, directement, d'approcher son employeur pour lui dire j'ai besoin d'aide, l'obligation de l'employeur est aussi de faire en sorte que s'il perçoit des signes d'un individu qui démontre des comportements ou des agissements qui pourraient être liés à une déficience, d'approcher l'employé de façon extrêmement diplomatique pour lui en parler en indiquant, ben, j'ai aperçu que tu fais certaines choses ou que tu as dit certaines choses, ou j'ai aperçu que ta cadence de travail a diminué. As-tu besoin d'aide de ma part? As-tu des besoins spéciaux auxquels tu veux m'en faire part pour que je puisse te donner des outils pour t'aider à faire ton travail là, de façon plus efficace? Donc, c'est ça. Comme une vigilance. Exact. Une vigilance double. Et puis, qu'on voit aussi dans mon domaine, et j'ai beaucoup apprécié ce que François dit, c'est une surmédicalisation des limitations fonctionnelles, c'est-à-dire que l'employeur va demander des documents médicaux à travers des documents médicaux, à travers des documents médicaux, parce que soit il ne croit pas l'employé, il va venir lui l'informer là de ces enjeux là au niveau de son travail, soit il va gratter, il va vouloir entrer dans sa vie privée pour avoir une certitude là, sans le moindre doute que l'employé est de bonne foi lorsqu'il demande ces mesures d'adaptation. Donc, c'est les enjeux d'assumer la mauvaise foi qui ronge un peu les processus là, de mesures d'obligation de prendre des mesures d'adaptation dans mon domaine à moi, au fédéral. D'accord. La convention collective, tu l'évoquais, Gennady, en quoi elle va faciliter ou pas la prise, le fait d'arriver à des adaptations, à des aménagements? La convention collective avec laquelle je travaille, il y a un article qui parle de façon très générale d'une clause de non-discrimination, mais la convention collective ne prévoit pas vraiment là, d'articles spécifiques à prendre des mesures d'adaptation. En fait, c'est venu avec les décisions jurisprudentielles sorties à travers les années. Où est-ce qu'on voit où est-ce qu'est le fardeau excessif pour l'employeur de mettre en place des mesures d'adaptation pour les employés. Au fédéral, le fardeau excessif
est en fait encore moins restreint qu'ailleurs, parce que un des fardeaux, c'est la santé. Est-ce que la mesure d'adaptation qu'on va mettre en place va contraindre la santé d'un autre employé? Est-ce que ça va contraindre la sécurité de notre employé? Et est-ce que ça aura des enjeux financiers pour l'organisation? Oui. La jurisprudence est sortie en disant que au fédéral, avec les budgets du gouvernement fédéral, l'enjeu financier, il prend un peu le bord et on a simplement l'enjeu santé ou sécurité. Et la convention collective vient confirmer un peu de façon générale l'obligation. Et ce que je peux dire par rapport à l'autre chose que je peux dire par rapport à la convention collective, c'est que il est entendu à travers les décisions également que ni l'employeur ni le syndicat ne peut se protéger à travers la convention collective pour dire, ben, ça contrevient, cette mesure d'adaptation-là va contrevenir à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation. Donc, je fais fi de mon obligation de prendre des mesures d'adaptation et je prime la convention collective. Les juges ont dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le syndicat est en accord avec ça aussi. C'est sûr que c'est un recours de dernière instance, là, de voir si aucune autre méthode d'adaptation est convenable. Et la seule option pour le syndicat et l'employeur, c'est de contrevenir à la convention collective pour mettre en place la mesure d'adaptation et de respecter la charte canadienne. Ben, les tribunaux ont dit c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, en aucun cas, la convention collective ne doit être une embûche là, à mettre en place des mesures d'adaptation. Un prétexte, c'est ça, d'une certaine manière. Merci, Guédandi. On va passer déjà à la période de questions. Le temps file, et puis j'ai vu qu'il y a pas mal de questions qui sont rentrées dans le chat. Une première question peut-être pour Sam. C'est quoi l'approche que tu as utilisée donc, pour trouver des adaptations? Et la question subséquente, c'est est-ce que cette approche-là, elle s'est faite en collaboration avec tes employés directement concernés? C'est ça? Donc, oui, j'ai lu la question aussi qui a été posée. Oui, vas-y, alors je t'en prie. J'ai vu ça et j'aimerais ajouter quelques points. La première des choses, c'est évidemment un employeur qui offre un poste, c'est facile. N'importe qui peut offrir un poste. Et ça, c'est qu'est-ce que je dis dans chaque fois que je fais un webinaire et tout. Offrir un poste à une personne avec un handicap, c'est facile. C'est pas ça l'objectif. Par contre, si c'est pas bien fait, on peut faire autant de dommages que de bien. Mais j'ai 2 employés qui avaient un travail avant et que leurs expériences étaient mauvaises. Parce que l'employeur voulait être une entreprise inclusive, mais vous voulez pas mettre l'effort pour devenir une entreprise inclusive. Il faut être prêt à faire aussi les changements à l'interne. Donc, c'est certain que l'approche de juste dire je vais engager et je vais être une entreprise inclusive, ça s'arrête. Ça, c'est la partie la plus facile de dire je veux le faire. Maintenant, il faut. C'est pas la fin, c'est le début. Voilà. Et pour l'approche un peu, pour les adaptations, l'approche un peu essai-erreur, c'est pas vraiment une approche essai-erreur. On sait qui on a engagé. On a parlé aux parents pour savoir c'était quoi déjà leur force quand ils ont commencé avec nous. Et c'est ça qu'est-ce que j'essayais de dire au début. Au début, tout ce qu'on voulait, c'est booster leur confiance. Donc, on savait déjà qu'est-ce qu'ils étaient capables et c'était les seules tâches qu'on leur donnait parce qu'on leur montrait, vous êtes capables de les accomplir, vous êtes capables de le faire, vous ne nous connaissez pas encore. Une fois qu'ils ont commencé à nous connaître, une fois qu'ils ont commencé à avoir confiance dans notre approche, ben c'est là où on a été un peu plus avec l'approche essai-erreur par employé pour dire, bon, tu me fais confiance maintenant, je sais que si on fait une erreur, c'est correct, on est sur la même page, je ne vais pas te pousser trop, on va essayer, si ça ne marche pas, ben, on va réajuster, on ne va pas régresser, mais on va réajuster. Et c'est ça qu'est-ce qu'il faut apprendre, c'est pas, je vais t'enlever cette tâche, non, je vais te mettre dans une meilleure position de succès. Et même pour eux, c'est quelque chose que quand tu discutes avec eux, ils le comprennent aussi. Mais c'est avec le lien aussi qui est fait. Tu dois créer un lien avec eux. Alors,
c'est difficile de le mettre en petites parties. C'est comme plus global. C'est un processus et un projet global qui a beaucoup de points qui interagissent en même temps pour leur succès. Et je veux dire, ça, c'est comme dans n'importe quelle entreprise qui travaille en équipe. Et de plus aussi, je voudrais qu'ajouter, parce que j'ai quand même lu un commentaire, je voudrais qu'ajouter qu'on est des ergothérapeutes. Alors, il y a aussi cette approche. Ça aide. Je suis ergothérapeute moi-même, donc ça aide dans l'approche où on a du monde aussi qui travaille dans le milieu médical, qui deal avec des patients qui sont neurodivers, avec des patients qui sont handicapés. Donc, on a quand même cette approche où c'est un peu plus, je dirais peut-être un peu plus ouvert pour nous parce que c'est non seulement nos employés, mais c'est aussi nos patients. D'accord, je comprends. Il y a des choses en écho. Merci, merci Sam. Une question pour François. Il y a des questions pour tous, mais je vais être plus directive. François, le travail de sensibilisation et de préparation des employeurs aux candidatures de gens qui ont soit un problème de santé mentale ou de handicap intellectuel, comment tu le vois, toi, ce travail? Tu parlais de l'importance d'aborder ces questions-là au moment du processus de recrutement, mais c'est quoi la préparation, la sensibilisation qui peut être fait en amont de tout ça? Ben, je dirais la première chose, c'est que les entreprises qui sont inclusives, pour vrai, puis qu'ils font, qui embauchent des gens, qui embauchent bien des gens avec des handicaps, c'est de le partager sur les réseaux sociaux. Déjà là, ça va démontrer aux autres que c'est possible, puis que Comme c'est ça. positif. Ouais, exact. Exact. Donc, d'en parler, de partager. Bon, tu sais, il y a tout l'aspect d'événements comme aujourd'hui, faire des conférences. Moi, j'ai commencé à faire des conférences pour dans des grandes entreprises pour les sensibiliser en fait, à leur faire comprendre que c'est un atout, comme j'expliquais tantôt, d'être inclusif et non une complication. C'est ce que trop d'employeurs pensent. Ils voient ça comme une complication, donc ils mettent ça sur la glace, alors que c'est un atout pour toute entreprise. D'accord. Donc déjà, c'est ça, par les pairs, de la sensibilisation par les pairs. Merci François. Une question pour Gennady. Les gens demandent évidemment des outils concrets. Là, c'est mes collègues du CSMO Textile. Il va y en avoir beaucoup, vous allez voir dans le document ressources complémentaires, mais j'aimerais, Gennady, que tu nous parles de ta Bible. Oui, c'est un texte là, que j'ai soumis à toi, Pascal, pour Oui, référence. C'est quelque chose qui est extrêmement accessible. Son seul défaut est d'être en anglais. Mais si vous parlez ou vous lisez l'anglais, je vous le recommande énormément. C'est écrit par des professionnels réellement. C'est un bouquin qui fait 120 pages, 110 pages, qui parle de tous les enjeux, pas tous les enjeux, mais d'une façon extrêmement générale, mais très spécifique, euh, de ce que c'est l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, de ce que c'est les limitations fonctionnelles, la différence entre une recommandation et une limitation fonctionnelle au niveau légal. C'est extrêmement, j'ai pas ton nom devant les yeux, non, non, malheureusement. ils vont l'avoir dans le document Ouais. ressources, Gennady. Mais moi, personnellement, anecdotiquement, j'étais chez mes beaux-parents, je pense, il y a 2 Noëls, quand je l'ai eu premièrement, puis ils sont un peu dans la campagne, donc j'avais pas grand-chose à faire. Donc, je l'ai lu du début à la fin. Et en fait, il a fallu que je le dépose parce que je voulais pas le finir d'un coup. Je voulais me permettre de digérer l'information que je lisais, de vraiment bien comprendre. Et j'ai fini par le lire plus rapidement que j'aurais voulu. Mais je recommande à qui que ce soit ici là, qui veut en apprendre davantage sur tous ces processus-là et les coopérations entre les différents acteurs, l'employeur, le syndicat, les travailleurs eux-mêmes et les différents intervenants, là, psychiatres, médecins de la santé. C'est extrêmement passionnant comme livre pour moi, là. Et c'est pour la santé mentale, effectivement. C'est Exact. vraiment, Pour au niveau psychologique, mental, tout à fait. Oui. c'est ça.
Merci, Gennady. Une question, je vais faire un tour d'écran auprès de vous trois, parce que les gens se demandent s'ils peuvent être accompagnés, hein, les employeurs, s'ils peuvent être accompagnés par des ressources externes expertes, là, spécialisées. Sam, dans ton cas, tu parlais d'une ressource qui était plus des psychiatres, c'est ça, qui suivaient aussi? Non, Non, en c'était… réalité, quand j'ai engagé les trois, ils venaient de trois différents milieux. Il y avait des parents qui sont très impliqués, donc c'est certain D'accord. que eux, c'était ma ressource. Mais il y avait une des personnes où les parents n'étaient pas très impliqués, c'était la travailleuse sociale qui était beaucoup plus OK. impliquée. Donc, c'était ma ressource. Moi, pour moi, c'était ma seule demande, c'est que j'ai une personne ressource. Et comme François disait, même à l'interne de nos cliniques, je suis propriétaire, je suis leur employeur, ils sont capables de venir me voir et me demander, mais je ne suis pas toujours présent non plus. Donc, il y a toujours une personne ressource aussi à l'interne, et c'est drôle que François le disait, qu'il faudrait avoir ça à l'interne. On l'a impliqué ça de façon naturelle, que s'il y a une crise, s'il y a quoi que ce soit, là, il y a une personne sur place pour aider. Et tous les employés aussi, quand on a décidé d'engager, c'était une conversation qu'on a eue avec tous nos employés. On a assis tout le monde et on a dit, on va faire ça. Est-ce que vous êtes prêts à prendre cette charge parce que ça va nous aider, mais au début, il y a une période d'ajustement. D'accord. Merci, Sam. François, une ressource accompagnante que tu pourrais nous conseiller aux employeurs qui nous écoutent? Ouais, ben, je l'ai vu passer dans le chat, là, mais il y a toutes les ressources de Sphère Québec qui vont beaucoup accompagner les employeurs et les employés pour OK. trouver les subventions, pour l'intégration, pour l'adaptation. Donc, moi, à chaque fois que je cherche à embaucher quelqu'un, je contacte différentes sphères, Québec, puis je pense qu'il y en a 26 au Québec, avec différentes Ça, spécialités. c'est le ROSEF. C'est le ROSEF, François. C'est Oui, les exact. services Rosette. spécialisés de main-d'œuvre personnes handicapées. Ouais. Exact, oui. Donc, contacter tous ces organismes-là, il y en a dans toutes les régions, puis Exactement. spécialisés dans différents types d'handicap. Donc, même au Québec, à Montréal, que moi j'utilise le plus souvent. D'accord. Merci, François. Gennady, est-ce que toi, tu interviens en complémentarité aussi avec des ressources externes spécialisées? Absolument. Pour nous et pour les employeurs d'ailleurs, les ressources au niveau fédéral, c'est la Commission canadienne des droits de la personne OK. qui est capable de venir donner des formations, par exemple, aux employeurs lorsqu'ils en ont besoin. Je vais assumer, hypothétiser que l'équivalent québécois doit avoir un service similaire. Donc, Oui. peut-être la Commission des droits de la personne de la jeunesse du Québec est également une ressource qui pourrait être intéressante pour venir donner un coup de main pour comprendre, parce que c'est pas des dossiers faciles. C'est des dossiers qui sont uniques tout le temps. Malgré des diagnostics similaires, c'est des dossiers qui sont complexes, mais fascinants et chargés d'émotions, chargés de, 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 de toutes sortes d'événements auxquels on ne s'attend pas. Et la première étape, c'est de comprendre un peu plus à qui on parle, c'est ne pas minimiser ou déshumaniser la personne là, parce qu'elle est différente. Mais et moi-même, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi à travers tout ça. Donc oui, ces personnes-là qui travaillent pour ces commissions ont toujours été avec moi extrêmement bénéfiques dans mon apprentissage. Merci, Gennady. Messieurs, c'est déjà terminé. Je pense qu'on aurait pu passer l'après-midi avec vous trois. Je vous remercie infiniment au nom du comité, puis des participants. Puis, bien sûr, je remercie aussi les deux interprètes. On ne les a pas vues, mais elles sont indispensables. Puis, bien sûr, je remercie aussi mes participantes et mes participants au webinaire. Je vous invite, Delphine a dû vous envoyer un lien pour l'évaluation dans le chat.
vous allez recevoir un courriel qui vous redonne ce lien. Et dans un courriel de suivi en début de semaine prochaine, vous aurez la version intégrale du webinaire, si vous voulez la partager, mais également, surtout, le document ressources complémentaires qui a été un peu évoqué au courant du webinaire, où il y a énormément de réponses aux questions que vous nous avez posées dans le chat, parce qu'en 1 heure, on peut pas tout aborder. Je vous invite aussi pour terminer, en attendant tout ça, à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et si vous avez le goût de revoir les anciens webinaires, ben, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous remercie tous de votre participation et puis je vous souhaite donc une bonne fin de journée et surtout de très joyeuses fêtes qui nous attendent. Merci. Au revoir. Merci.